On va commencer la conférence, je vais vous demander de vous taire et de laisser place donc, à cette conférence avec Gabriel Zucman. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être venus aussi nombreuses et nombreux assister à notre conférence. Aujourd'hui, Eurasie et Place au débat. Et Place au débat ont l'honneur d'accueillir M. Zucman, économiste, auteur, enseignant, lauréat de la prestigieuse médaille Clark en 2023. Vous êtes une référence en matière de justice fiscale. Aujourd'hui, vous êtes professeur à l'École normale supérieure depuis 2023, mais également directeur de l'Observatoire européen de la fiscalité. Alors ce soir, on est très content d'être en collaboration avec Place au débat, donc, qui est l'association historique d'organisation de conférences de Sciences Po, et donc nous, Eurasie. Donc Eurasie est un média étudiant, un média lyonnais. Le but, l'ambition, c'est de rapprocher les jeunes des sphères politiques et intellectuelles, et donc en leur permettant d'écrire des articles et aussi de s'informer via des interviews et des conférences comme celle-ci. On tient aussi des projets assez divers, comme des projets avec des lycées, où on leur permet de découvrir l'esprit critique et d'organiser des concours d'éloquence. Donc voilà, vous pouvez retrouver nos deux associations, Place au débat et Eurasie, juste ici sur Instagram. Monsieur Zucman, vous publiez aujourd'hui votre nouveau livre « Les milliardaires ne payent pas d'impôts sur le revenu et nous y allons mettre fin » aux éditions Seuil. Vous y développez une argumentation pour un impôt plancher à 2% sur le patrimoine des ultra-riches, plus connu sous le nom de taxe Zucman. Discutée cette semaine à l'Assemblée nationale, votre proposition est au centre de l'espace médiatique et politique. Monsieur Zucman, en quelques mots, de quoi s'agit-il ? Merci beaucoup pour votre invitation, merci pour votre présence. Merci beaucoup pour votre invitation, merci pour votre présence. Je suis vraiment ravi d'être parmi vous ce soir, de pouvoir avoir ce temps d'échange avec vous, avec le public. J'ai vraiment hâte de pouvoir répondre à vos questions. La proposition d'impôt plancher sur la grande fortune, elle est simple. Elle vise à mettre en conformité nos lois fiscales avec notre principe fondamental d'égalité devant l'impôt, qui en France est un principe constitutionnel, qui vient de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui dans son article 13 pose le principe de l'égalité devant l'impôt. Or, ce que les études dont on va parler, qui ont été menées au cours des dernières années par des équipes d'universitaires en France, dans différents pays, en collaboration avec les administrations fiscales, ce que ces études ont démontré, c'est qu'aujourd'hui, ce principe n'est pas appliqué. Pourquoi ? Parce que les milliardaires, les très grandes fortunes, payent 2 fois moins d'impôts, tout prélèvement obligatoire compris, impôt sur le revenu, mais aussi impôt sur les sociétés, TVA, etc., que le français moyen et que les autres catégories sociales. Alors cet impôt plancher, juste pour répondre à la question, simplement ce qu'il vient faire, cet impôt plancher de 2%, c'est d'effacer cette régressivité, c'est-à-dire de répondre à cette injustice fiscale en s'assurant simplement que les milliardaires ne payent pas moins que les autres. Pas plus, avec une proposition très minimaliste, mais ils ne paieraient pas moins que les classes moyennes ou que les classes populaires. Alors c'est ce qu'on voit avec le schéma que vous avez au tableau juste ici. Donc on voit le taux de prélèvement obligatoire en fonction de la situation. Donc pour la moyenne française, c'est 51%, et en effet pour les ultra riches, c'est 25%. Et donc c'est là qu'est le lien avec vos chiffres, donc le 2% et les 100 millions. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer ? Alors, il y a plusieurs chiffres qu'il faut expliquer et je veux que tout le monde comprenne bien. Parce que là, les chiffres qui sont montrés sur l'écran, c'est quoi ? C'est les taux de prélèvement obligatoire, le taux d'effort, les impôts totaux dont le français moyen ou les milliardaires s'acquittent, divisé par leurs revenus. D'accord ? Donc la première chose à comprendre, 51%, c'est le français moyen, tout prélèvement obligatoire compris, paye beaucoup d'impôts parce qu'on vit dans un pays où le taux de prélèvement obligatoire est relativement élevé, ce qui de mon point de vue est une très bonne chose. Ces impôts financent nos services publics, notre éducation, notre université, nos infrastructures qui vraiment ont été au cœur de la croissance économique depuis un siècle. Ça correspond à nos choix de société, nos choix aussi en matière de solidarité nationale, dont tout démontre qu'ils ont été importants pour l'augmentation de la prospérité depuis un siècle, les progrès de la démocratie, les progrès vers l'égalité. Bon, ça, c'est le 51%. 25%, c'est ce que payent les milliardaires aussi par rapport à leurs revenus.
Après, 2%, c'est un taux plancher qui est exprimé en pourcent du patrimoine, hein, pas du revenu. Donc il ne faut pas ajouter les 2% aux 25%. Sinon, ça ne ferait pas une très grosse différence. Hein, on passerait de 25 à 27. Non, c'est 2% de leur fortune. Et s'ils payaient 2% de leur fortune, c'est-à-dire 2% de tout ce qu'ils possèdent en actions, en titres financiers, en immobilier net de leur dette, ça ferait monter leur taux de prélèvement obligatoire de 25% du revenu à peu près 50% du revenu. C'est comme ça qu'on rétablirait l'égalité devant l'impôt. Et effectivement, le deuxième paramètre du dispositif, en plus du taux de 2%, c'est le seuil d'entrée dans ce nouvel impôt qui serait proposé. Tout ça, il y a discuté, bien sûr. Enfin, c'est une proposition qui a vocation à être discutée, améliorée. Lorsque j'ai proposé, c'est qu'on rentre dans le dispositif si on a plus de 100 millions d'euros de patrimoine. N'importe qui a moins de 100 millions d'euros n'est pas concerné. Et si vous avez plus de 100 millions d'euros, alors ce plancher s'applique. Donc ça concernerait environ 1800 foyers fiscaux en France. Cette inégalité s'explique notamment par l'utilisation d'un intermédiaire, une holding. Schématiquement, une holding, c'est une société mère qui gère différentes filiales. Et ici, ça va permettre de faire écran. Les dividendes vont être non pas reversés aux actionnaires, mais à cette société mère. Alors justement, la holding que vous voyez juste ici, elle va profiter du régime mère-fille en France, donc où les filiales vont directement reverser les dividendes à la holding, donc à la société mère, et ces dividendes seront donc exonérés de 95% d'impôts, c'est ce que vous expliquez dans le livre, alors que si on enlevait cet écran et que l'argent des filiales allait directement aux actionnaires, eh bien ils devraient payer la flat tax, donc 30%, les dividendes seraient imposés à 30%. Comment se fait-il que ce phénomène se soit développé et qu'on ait mis autant de temps à s'en rendre compte? Bonne question. Je pense qu'on soupçonnait, c'est-à-dire qu'il y avait les journalistes ou les personnes qui s'intéressent aux grandes fortunes depuis longtemps ont observé que pour ces très grands patrimoines, elles ont tendance à recourir aux sociétés holding qui, comme vous l'avez rappelé, font écran à l'impôt de façon fréquente. Mais jusqu'à récemment, il n'y avait simplement pas de statistiques économiques sur cette question. Pourquoi ? Parce que la statistique publique, qui a bien des égards exceptionnels, excellente, la comptabilité nationale de l'INSEE, qui maintenant est une comptabilité nationale distribuée, qui donne plein d'informations sur la répartition des revenus, des patrimoines, super, mais elle a un point aveugle, qui est qu'elle ne nous dit rien des très grandes fortunes. Et donc jusqu'à très récemment, on ne pouvait pas savoir, il n'y avait pas de chiffre officiel sur le montant de leur patrimoine, leurs revenus et les impôts dont ces milliardaires s'acquittent. Et cette opacité, ce que je raconte au début du livre, elle a commencé à se dissiper il y a seulement quelques années, depuis 2 ou 3 ans, 3 à 4 ans en France, grâce à un travail mené par des chercheurs, en l'occurrence un laboratoire de recherche qui s'appelle l'Institut des politiques publiques, travail mené en coopération avec l'administration fiscale et qui a permis de créer ces statistiques qui n'existaient pas. Et donc c'est qu'à partir de ce moment-là qu'on a pu finalement se rendre compte du phénomène. Ça a été un choc dans la communauté des économistes qui étudient ces questions. Ça a été une révélation de voir démontrer par A plus B que il y a cette anomalie finalement au cœur de notre fiscalité qui est que les milliardaires payent 2 fois moins que le reste de la population française. On ne sait pas si ça a toujours été le cas, on soupçonne. Parce que l'étude de l'Institut des politiques publiques, elle ne porte que sur une année, malheureusement, 2016. Mais en réalité, il y a fort à parier que ça a toujours été comme ça en France, depuis la création de l'impôt sur le revenu. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que dans les autres pays européens, et même maintenant on a des études, par exemple pour le Brésil, c'est aussi ce qui se passe. Ce recours systématique aux sociétés holding parmi les grandes fortunes pour échapper à l'impôt, c'est pas une spécificité française. C'est une vieille technique d'optimisation fiscale pour les très riches. Il y a un pays où cette évasion n'a pas lieu. C'est les États-Unis. Parce que, très intéressant, les États-Unis, dans les années 1930, ont eu le même débat que le débat qu'on a aujourd'hui en France. C'est-à-dire qu'en 1933, le New York Times a révélé que les plus grandes fortunes américaines de l'époque, JP Morgan, n'avaient pas payé d'impôt sur le revenu en 1931 et en 1932. Et là, ça a provoqué un scandale. Il y a eu des auditions au Sénat, il y a eu une enquête du ministère des Finances américain, et puis c'était sous la présidence de Franklin Roosevelt, pendant le New Deal. Et en 1937, Roosevelt a dit c'est pas possible, on ne va pas tolérer. D'abord, j'ai oublié de dire que la conclusion de ces enquêtes,
c'est que la raison pour laquelle Morgan et les autres grandes fortunes de l'époque ne payaient pas l'impôt sur le revenu, c'est qu'ils utilisaient eux aussi ces sociétés holding. Et ce qui s'est passé, c'est que Roosevelt a dit bon, on va pas tolérer ça. C'est comment dire, c'est une violation de l'esprit de l'impôt sur le revenu, et donc on va introduire une taxe prohibitive pour décourager, pour empêcher finalement l'utilisation de sociétés holding. Et donc depuis 1937 aux États-Unis, c'est comme ça que ça se passe. Et donc aujourd'hui, si vous regardez quelqu'un comme Bill Gates par exemple, il touche des milliards de dividendes de Microsoft, donc il est encore un gros actionnaire, mais ces dividendes, ils sont fiscalisés. D'ailleurs, Bill Gates, il paye des impôts dessus, même s'il met une holding, ça ne permettrait pas, dans le cas américain, d'échapper à l'impôt sur le revenu. Donc les États-Unis se débrouillent un petit peu mieux que nous. J'ai expliqué dans un précédent livre, Le Triomphe de la justice, qui est paru en 2020, que malgré cela, c'est pas que les milliardaires américains payent beaucoup d'impôts. Il y a tout un tas d'autres problèmes, ils ont trouvé d'autres techniques pour échapper à l'impôt, mais enfin, c'est ce qui a été une petite révélation, en tout cas pour moi, et je pense pour beaucoup d'autres personnes, c'est que en fait, la France et les pays européens font nettement moins bien que les États-Unis, qui sont pourtant pas des champions en matière de justice fiscale. Parce que justement, quand on pense aux États-Unis, on pense aux inégalités économiques, sociales, et on les pense bien plus importantes qu'ici. Et pourtant, vous prenez donc à partir des données de Challenge, parce que vous expliquez que donc on manquait de statistiques vis-à-vis du revenu et de l'imposition, de la fiscalité des milliardaires. Et donc vous utilisez les ressources comme source Challenge pour dire que en 1996, les 500 plus grandes fortunes représentaient 80 milliards, donc 6% du PIB, alors qu'en 2024, c'est 1228 milliards et 42% du PIB. C'est énorme et ça montre qu'il y a un accroissement fou des inégalités. Justement, cet accroissement il est si important qu'on a eu du mal à comprendre dans le livre pourquoi vous commenciez à parler des inégalités avant la redistribution. Et pour cela, on va s'appuyer sur un rapport de l'INSEE que Romane va nous présenter. En effet, en 2020, il y a eu un rapport de l'INSEE sur les écarts de niveau de vie et on remarque que la redistribution est l'un des leviers les plus puissants de lutte contre les inégalités. Par exemple, comme affiché ci-dessus, avant redistribution, l'écart de niveau de vie entre le quart le plus aisé et le quart le plus modeste est de 53 650. Après redistribution, cet écart tombe à 35 530 €. Et donc la question est, pourquoi avoir choisi de retirer les prestations sociales au moment du calcul des inégalités dans votre ouvrage, et globalement pour justifier votre taxe, et pourquoi ne pas avoir pris en compte les redistributions qui sont notre principal moyen de lutter contre les inégalités Alors il n'y a absolument aucun doute sur le fait que la redistribution joue un rôle fondamental en France dans la réduction des inégalités. Et c'est bien pour cette raison que la question de l'impôt est si importante. C'est précisément l'impôt qui permet cette redistribution qui vient égaliser les revenus. Alors ça, tout le monde est parfaitement d'accord là-dessus, et c'est absolument essentiel de le rappeler. Il y a moins d'inégalités de revenus après redistribution, c'est-à-dire après transferts sociaux, après on peut vouloir aussi monétiser la valeur des services publics, d'éducation, de santé, etc. Et l'INSEE a fait des travaux remarquables qui ont continué ce qu'on avait commencé à faire il y a à peu près une dizaine d'années avec d'autres chercheurs, c'est-à-dire l'idée de créer une comptabilité nationale distribuée, c'est-à-dire de ventiler tous les agrégats de la comptabilité nationale, le PIB, pour ceux d'entre vous qui ont étudié ces questions, l'épargne, la richesse, les impôts, les prestations sociales, la consommation de services publics, etc. Bref, travaux très importants qui mettent en lumière cet aspect fondamental. Il y a moins d'inégalités après redistribution qu'avant redistribution. Néanmoins, ça ne change rien au fait que la fortune des milliardaires, on parle de très peu de gens, les milliardaires c'est 100 personnes, des gens une centaine de personnes. Les foyers fiscaux qui ont plus de 100 millions d'euros de patrimoine, comme je l'ai rappelé, c'est à peu près 1800 foyers fiscaux. Que leur fortune à eux, elle a explosé depuis 3 décennies. Le classement Challenge, qui est une des sources qu'on peut utiliser, il y en a d'autres, commence en 1996. Donc c'est pour ça que dans cette série que vous mentionniez, on commence en 1996. Et c'est un phénomène, qui veut pas dire que les inégalités ont explosé en France en général. C'est-à-dire que les inégalités, c'est pas juste le montant de richesse détenu par une centaine de milliardaires ou 1000 ou 2000 foyers fiscaux. D'après les séries qui sont disponibles sur le site de la World Inequality Database, il y a eu une petite augmentation des inégalités en France depuis les années 80. Si vous regardez par exemple la part du revenu total
qui est touchée par les 1% les plus riches en France. Elle est passée de 10% environ début des années 80 à 12% environ aujourd'hui. Petite augmentation des inégalités, mais pas une explosion des inégalités en France. Et les inégalités, vous avez eu raison de le rappeler, elles sont réduites par l'intervention de la puissance publique dans l'économie. Ça, c'est une chose, mais les deux choses sont vraies. Hein. Et les milliardaires de l'autre, là, du côté des milliardaires, il s'est passé quelque chose de vraiment fantastique et de considérable. C'est-à-dire que en 2010, les 500 plus grandes fortunes du classement Challenge, elles possédaient 200 milliards d'euros à peu près de patrimoine. En 2024, c'est 1200 milliards. Donc x6 en 15 ans, tout le monde comprend que le PIB de la France, il n'a pas fait x6. Hein. Le revenu, le salaire moyen, il n'a pas été multiplié par 6, le patrimoine moyen n'a pas été multiplié par 6. C'est une explosion qui veut dire très concrètement que... veut dire deux choses. D'abord que si on regarde d'une façon positive, il y a une assiette fiscale, une assiette taxable qui est importante maintenant. En ce sens, c'est intéressant de rapporter le patrimoine des très grandes fortunes au PIB. Quand le patrimoine des 500 plus grandes fortunes, c'est l'équivalent de 6% du PIB comme en 1996, ça veut dire que si vous les taxez à 2%, faites le calcul, 6% fois 2%, ça fait vous récoltez à peu près 0,1% du PIB en recettes fiscales. Tout le monde suit ce calcul. 0,1 point de PIB, on est un peu dans l'épaisseur du trait, quoi, dans l'équation budgétaire d'ensemble. Les masses budgétaires sont faibles, les enjeux budgétaires sont limités. Maintenant, quand ce même groupe de la population possède l'équivalent de 42% du PIB en patrimoine, c'est-à-dire si vous taxez ce patrimoine à 2%, ça va rapporter de l'ordre de 0,8 points de PIB, de recettes fiscales supplémentaires. Ça, dans un contexte où, compte tenu de la situation très dégradée de nos finances publiques, on cherche à réduire le déficit public de l'ordre de 2 à 2,5 points de PIB à moyen terme. Donc si on peut récupérer 0,8 points de PIB dans ce contexte-là, tout d'un coup, l'enjeu budgétaire devient de premier ordre. Alors tout le monde comprend que 0,8, c'est pas suffisant hein, pour annuler notre déficit public qui est de plus de 5 points de PIB. Mais enfin quand même, si on peut récupérer à peu près un tiers de ces 2 à 2,5 points de PIB qu'on cherche, juste en venant surtaxer 500 foyers fiscaux extrêmement riches et par ailleurs sous-imposés comme on l'a vu, pourquoi est-ce qu'on s'en priverait ? Pour revenir du coup sur votre méthodologie de calcul des inégalités, on comprend dans le livre donc, que vous enlevez les prestations sociales du calcul et que donc quelqu'un qui serait exonéré d'impôts et qui toucherait des prestations sociales, sur lesquelles il serait taxé bien évidemment, eh bien ça créerait un problème méthodologique et vous refusez de l'appeler impôt négatif, c'est-à-dire que plutôt que de payer un impôt, ce qui serait l'impôt normal, un impôt négatif équivaudrait au fait que ce soit l'État qui donne de l'argent via les prestations sociales. Et justement, je reviens là-dessus, parce que c'est justement un des meilleurs moyens pour lutter contre les inégalités. Et donc pourquoi avoir fondé vos chiffres donc, du 51% et du 25% sur une étude juste avant la redistribution? Alors, je vais vous expliquer. Il y a deux sujets. On entre dans la technicité, je vois d'emblée, mais je veux m'assurer que tout le monde comprenne bien. Il y a deux questions. Avant d'y arriver, je vais peut-être rappeler, disons, le champ de recherche dans lequel tout ça s'inscrit. Donc, la question de qui paye des impôts, c'est sans doute une des questions les plus importantes pour informer le débat démocratique. Quel est le taux véritable de prélèvement obligatoire des différents groupes sociaux? Est-ce que les riches payent moins ou plus que les plus pauvres, etc. Et c'est un champ d'études en économie qui a commencé dans les années 1940. Deux économistes aux États-Unis qui s'appellent Gerhard Kolm et Hélène Tarasov, qui les premiers, au début des années 40 aux États-Unis, ont développé le système conceptuel, la technique pour répondre à cette question: quel est le taux de prélèvement obligatoire des différents groupes sociaux et comment est-ce qu'on peut le comparer de façon rigoureuse et de façon cohérente. Puis après, il y a des dizaines d'économistes, Richard Musgrave, beaucoup d'autres, qui ont développé les travaux de Kolm et Tarasov. Moi-même, avec mon collègue Emmanuel Saez, on a contribué à cette littérature scientifique. Enfin, il y a tout un champ de recherche pour essayer de répondre de façon rigoureuse à cette question. Donc là, je vous donne tout de suite la conclusion, 51-25, de mon point de vue, c'est la comparaison la plus pertinente. Mais maintenant, je peux vous expliquer plus en détail pourquoi c'est la comparaison qui me semble la plus pertinente. Donc je vais vous expliquer qu'il y a deux difficultés, ou disons deux points méthodologiques qu'il faut bien comprendre. Il y a la question de
qu'est-ce qu'un impôt? Qu'est-ce qu'on inclut au numérateur de ces taux de prélèvement obligatoire? Et puis, qu'est-ce qu'un revenu? Qu'est-ce qu'on inclut au dénominateur? Bon. Qu'est-ce qu'un impôt? Un impôt, c'est quelque chose que la puissance publique vous prélève et vous n'avez pas le choix. Voilà, vous n'avez pas le choix de payer ou de ne pas payer. Si vous ne payez pas, vous êtes en violation de la loi, vous vous exposez à des poursuites. Donc ça, c'est un impôt. Donc, si on prend cette définition, et c'est la définition que je suis et que, comme la plupart des autres personnes qui étudient ces questions, suivent dans leurs travaux. On pourrait dire, il faudrait peut-être soustraire quelque chose des impôts payés. On pourrait dire, il y a certains transferts publics, des aides, des allocations que l'État paye, qu'on peut vouloir conceptualiser comme un impôt négatif. Par exemple, des allocations familiales, ou les APL, ou la prime d'activité. Enfin, il y a différents transferts monétaires. On pourrait dire, finalement, c'est comme un impôt négatif, c'est un chèque que le gouvernement envoie, donc on pourrait vouloir le soustraire des impôts qui sont payés. Pourquoi pas? Moi, je pense conceptuellement, c'est quand même deux choses très différentes. Ce que vous prend l'État, la puissance publique, sur votre salaire, ou dès que vous faites les courses, vous payez de la TVA, c'est une chose. Et puis ensuite, ce que vous recevez, évidemment, la puissance publique ne brûle pas l'argent qu'elle collecte, elle le dépense en transferts sociaux, pour payer les enseignants, etc. Et les taxes, les transferts, c'est quand même deux objets qui sont conceptuellement différents. Et la question de l'égalité devant l'impôt, elle est importante en elle-même, quelle que soit la façon dont ces impôts sont distribués. Mais pour répondre à la première question, on pourrait dire, ok, conceptualisons les APL, les allocations familiales, la prime d'activité, tout ça comme un impôt négatif, et venons retirer cela des impôts payés par, c'est plutôt les classes populaires, les étudiants, les jeunes, etc., qui reçoivent ces transferts. Et donc, du coup, recalculons le vrai taux de prélèvement obligatoire net de ces impôts négatifs. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on trouve? Ces transferts monétaires, ils ne sont pas très élevés, ils sont de l'ordre de 5 points de revenu national au total. Donc, le taux de prélèvement obligatoire, c'est-à-dire le taux de taxation du français moyen, il va baisser de 51 à 46%. Ça va rester très très nettement supérieur à 25%. Donc en ce sens, ça ne change vraiment pas grand-chose. L'écart est un peu plus faible, mais pas beaucoup plus faible. Si vous regardez même le taux de prélèvement obligatoire pour les classes populaires, défini comme les 50% des Français qui ont les revenus les plus faibles, si on ne soustrait pas ces impôts négatifs, en quelque sorte, ces transferts monétaires dans leur taux de prélèvement obligatoire, c'est l'ordre de 45% du PIB, et si on les soustrait, ça baisse à 30%, l'ordre de 45% de leurs revenus, pardon, et si on les soustrait, ça tombe à peu près 30% de leurs revenus, ce qui reste supérieur à ce que payent les milliardaires. C'est-à-dire même si on soustrait tous les transferts monétaires reçus par les ménages les plus défavorisés, ils continuent à payer plus d'impôts nets de ces transferts pour les classes populaires dans leur ensemble, les 50% les plus pauvres, et c'est des millions de foyers, donc qui ont des situations différentes, tout le monde ne paye pas exactement le même taux, mais en moyenne, ce groupe continue à payer plus que les milliardaires. Donc ça, c'est la première chose pour le numérateur, c'est les impôts. Qu'est-ce qu'un impôt? On peut disserter pendant des heures. Ensuite, qu'est-ce qu'un revenu? Alors, il y a plusieurs façons de définir le revenu. On peut dire, regardons le revenu avant impôt et puis avant prestation sociale. D'accord? Ça, c'est une façon de faire. Et puis, on peut regarder le revenu avant impôt et après prestation sociale. Par exemple, c'est ce que l'INSEE fait. Et en fait, on se rend compte que, oui, ça va faire une petite différence au niveau évidemment des ménages aux revenus les plus faibles, mais le tableau d'ensemble, si on divise les impôts par le revenu avant impôt, mais après prestations sociales, parce que ces prestations sociales, encore une fois, elles ne sont pas extrêmement grosses, on ne parle pas de 20 points de PIB, 30 points de PIB, on parle de 5 points de revenu national, ça ne fait pas une très grosse différence dans le tableau d'ensemble. Je vous réfère au livre pour tous les détails méthodologiques, les références aux études et les calculs précis. Un point de critique récurrent, c'est entre autres les cas des licornes. Les licornes, pour rappel, c'est une start-up valorisée à 1 milliard de dollars, non cotée en bourse. Par exemple, Arthur Melch, que vous connaissez certainement comme cofondateur et directeur général de Mistral AI, une start-up française spécialisée dans l'intelligence artificielle, ayant réalisé de multiples campagnes de financement, de collecte, de levée de fonds, a notamment déclaré qu'il ne pourrait évidemment pas payer cette taxe. Alors oui, c'est l'exemple le plus utilisé par les personnes qui sont contre votre taxe. Récemment, Philippe Aghion, qui est le nouveau prix Nobel d'économie, avec lequel on vous a vu avoir des débats fougueux, je dirais. Donc le cas de Mensch, donc il a fondé Mistral en 2023. C'est une entreprise qui est valorisée à plus de 11 milliards d'euros et mais qui est non cotée aux bourses. Et donc Arthur Mensch
a une participation théorique de 2,64 milliards à cette entreprise. Pour autant, comme l'a dit Roman, c'est une levée de fonds. Donc cet argent, il n'est pas vraiment présent, étant donné que, comme on l'a dit, Arthur Mensch, Mistral AI, ne fait pas de bénéfices. Et donc, comme il l'a dit, il ne peut pas payer cette taxe, puisque comme l'impliquerait la taxe, il devrait payer 56,8 millions d'euros. Alors, qu'est-ce que vous proposez pour ces cas qui, certes, sont minoritaires, vous le rappelez dans le livre, mais c'est quelques entreprises de la tech qui font des levées de fonds énormes, mais qui, à côté, n'ont pas encore les revenus. Très bonne question. Alors, première chose. Merci. Première chose. La plupart, la grande majorité des foyers fiscaux qui ont plus de 100 millions d'euros de patrimoine ont largement de quoi payer un impôt de 2% avec les seuls revenus tirés de leur fortune. Ça, il faut que tout le monde comprenne ça. C'est que quand vous êtes très très riche, c'est vrai que ça peut être difficile d'imaginer que ça veut dire avoir plus de 100 millions d'euros. Mais plus de 100 millions d'euros, l'argent, il ne reste pas dormant sur des comptes bancaires, ou il n'est pas sur un livret A. L'argent, il est placé essentiellement dans des actions d'entreprise. Ces entreprises, elles font des bénéfices. Le rendement moyen de ces entreprises, c'est de l'ordre de 6%. Donc le rendement moyen de la fortune des personnes qui ont plus de 100 millions d'euros, c'est 6%, nettement supérieur à 2%. Alors, en moyenne, il n'y a aucun problème pour payer 2%. La plupart des gens ont des rendements de plus de 6%. D'accord ? L'immense majorité des 1800 foyers fiscaux. Après, il va y avoir certains cas, bien sûr, comme c'est une moyenne, c'est pas le cas pour tout le monde, il y a certains cas de personnes très riches qui, une année donnée, ou pendant plusieurs années, peuvent avoir un rendement de 2%, ou de moins de 2%, ou même de 0%. Le célèbre cas des licornes. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là ? Bon, s'il n'y a pas de liquidité, alors la première chose que je vais dire, parce que beaucoup de confusion dans ce débat, ce qui est très important de comprendre, c'est que dans la plupart des cas, quand les milliardaires prétendent ne pas avoir de liquidité, c'est parce qu'ils organisent leur propre illiquidité. Pour échapper à l'impôt sur le revenu, je vais vous donner un exemple très célèbre. Jeff Bezos. Il y a quelques années, il y a eu des fuites de données fiscales aux États-Unis, révélées par un média américain qui s'appelle ProPublica, et qui avait expliqué que certaines années, Jeff Bezos déclarait très peu de revenus, presque même tellement peu de revenus, qu'une année, il avait dit « Oh, regardez, je suis si pauvre, je vais demander les allocations familiales. » Et il avait reçu les allocations familiales. Il avait reçu les allocations familiales. Et c'était pas de la fraude, c'était pas illégal. C'est que son revenu fiscal, ce qu'il déclarait dans sa feuille d'impôt, était tellement faible, proche de zéro, qu'en toute légalité, il pouvait dire « Voilà, je suis éligible pour les allocations familiales. » Pourquoi ? Parce qu'en tant que PDG d'Amazon, il choisissait de ne pas se faire payer de salaire, zéro. En tant qu'actionnaire qui contrôlait Amazon, il avait décidé qu'Amazon ne distribuerait pas de dividendes. Très bien. Il choisissait aussi de ne pas vendre d'actions, donc de ne pas réaliser de plus-value. Donc pour toutes ces raisons, son revenu, du point de vue de la fiscalité, du code des impôts américain, était nul ou presque. Et concrètement, pour les licornes... Je vais revenir au cas des licornes. Mais il faut bien comprendre, parce que dans le débat public, parfois il y a l'idée que les milliardaires n'auraient pas de revenus. Ou beaucoup d'entre eux, ils aiment dire « Oh, j'ai pas de revenus, j'ai pas de liquidité pour payer », mais c'est en toute hypocrisie dans la plupart des cas. Maintenant, parlons des cas réels où c'est pas hypocrite et où il y a effectivement pas de liquidité. Dans ce cas-là, très important de comprendre que ce que je propose, c'est pas de sortir de l'argent de l'entreprise, de Mistral AI pour payer l'impôt. C'est pas ce qui serait de nature à entraver ses capacités d'investissement ou son développement. Pas du tout. Ce que je propose, c'est de s'appuyer sur ce qu'on fait déjà depuis des décennies en matière d'impôt sur les successions. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a déjà un impôt sur le patrimoine en France. On en a même deux. On a la taxe foncière, j'aurai l'occasion d'y revenir sans doute, mais on a un autre qui s'appelle l'impôt sur les successions, qui a un taux nettement supérieur à 2%, puisqu'il est à un taux qui peut aller jusqu'à 45%, ou même 55% pour les successions à des neveux ou des nièces. Beaucoup plus que 2%. Et donc, l'impôt sur les successions, ça pose plein de problèmes de liquidité. Vous héritez, et vous devez payer, alors même pour un petit des héritages qui ne sont pas considérables, de quelques centaines de milliers d'euros, très vite, vous pouvez vous retrouver à devoir payer 10, 20, 30% sur un logement dont vous avez hérité, une petite entreprise dont vous avez hérité. Donc ces problèmes de liquidité, ils existent. Depuis, l'impôt sur succession a été créé pendant la Révolution française, il a été rendu progressif en 1901, donc ça fait vraiment très longtemps. Donc qu'est-ce qu'on a fait
pour répondre à ces problèmes d'illiquidité dans le cadre de l'impôt sur les successions. On a permis, dans certains cas, aux personnes concernées de payer l'impôt sur les successions en nature. C'est ce qui s'appelle le mécanisme de dation et qui s'applique pour le cas où vous héritez d'œuvres d'art. Alors c'est très rare, mais ça existe. Alors, vous héritez, c'est le cas pour nombreuses personnes dans cette salle, de tableaux de Picasso, de sculptures, de Giacometti, d'œuvres d'art qui valent très très cher, mais qui ne génèrent pas de revenus à l'évidence. Et vous devez payer là 40% ou 30%, peu importe, enfin un montant significatif d'impôt sur les successions. Ce que l'administration fiscale permet de faire, elle dit bon, si vous n'avez pas la liquidité, vous pouvez payer en nature, c'est avec des œuvres d'art dont la valeur est équivalente à l'impôt sur les successions dont vous devez vous acquitter. Et donc moi, ce que je propose, c'est d'élargir ces dispositifs existants de paiement en nature pour permettre aux personnes qui seraient concernées par l'impôt plancher de 2%, beaucoup moins que les 40%, 45% de l'impôt sur les successions, elles aussi de payer en nature, en l'occurrence avec des actions de leur entreprise. Donc s'il n'y a pas de liquidité, on transférait, les personnes concernées transféraient 2% de leurs actions à la puissance publique. Paiement en nature, ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple si Arthur Mensch possède 10% de Mistral AI et qu'il n'a pas les liquidités pour payer l'impôt plancher de 2%, eh bien, il transférait 2% de ces 10%, donc après ce transfert, il ne posséderait plus que 9,8% de Mistral AI. Et puis l'année d'après, 9,6%. Puis ça pourrait continuer quelques années, ça ne va pas continuer très longtemps, parce que forcément, à un moment, soit Mistral va faire des bénéfices et donc il pourra payer avec du cash, soit Mistral ne fait pas de bénéfices, dans ce cas-là, il sera plus milliardaire, il n'aura plus à payer l'impôt. Mais donc ça peut continuer quelques années, il passe à 9,4%, éventuellement 9,2%, 9%. Donc il y a une petite dilution, qu'on appelle une dilution comme ça, qui est quelque chose qui a lieu tout le temps, naturellement et perpétuellement, pour les licornes et pour les startups. C'est ça la vie d'une startup. C'est au début, vous créez votre entreprise, vous possédez 100% des actions, et puis ensuite, vous vendez des actions. Donc vous baissez au capital. Vous faites entrer d'autres actionnaires, et puis après, si vous avez un énorme succès, vous entrez, vous êtes coté en bourse, et donc votre part au capital continue à baisser, vous vous diversifiez, etc. Et donc ce que viendrait faire l'impôt plancher dans le cas où il n'y a pas de liquidité et que les personnes en question choisissent le paiement en nature, ce serait simplement d'accélérer un tout petit peu modestement ce processus de dilution qui a lieu par ailleurs tout le temps pour les startups. Oui, mais avec un autre acteur, l'État en l'occurrence. Est-ce que ça ne poserait pas, je vais me permettre de poser plusieurs questions en même temps auxquelles il faudra répondre assez rapidement. Est-ce que ça ne poserait pas un problème au niveau de la compétitivité dans un domaine, au moment de la révolution de la tech, révolution de l'IA, une entreprise, une start-up comme Mistral, elle doit rivaliser avec des géants comme OpenAI qui mettent des moyens fous. Est-ce que, même si c'est un film, comme vous le dites, 2% de 10%, on pourrait dire c'est rien, mais est-ce que quelqu'un comme Arthur Mensch qui dit vouloir réinvestir le moindre euro dans son entreprise pour pouvoir rester en compétitivité et qui appelle justement parce qu'on le laisse rester en compétitivité, est-ce que ça ne viendrait pas miner du coup sa capacité à être compétitif? Et deuxième question, on a proposé, je reprends Philippe Aghion, non pas que je sois en accord avec lui, hein, mais c'est assez intéressant, il propose qu'on exonère de la taxe les entreprises de moins de 10 ans, en l'occurrence les licornes. Pourquoi cette proposition ne vous plaît pas? Alors, sur la première question, la compétitivité. Assez rapidement. Il faut bien comprendre que s'il y a un paiement en nature avec des actions, ça ne change strictement rien pour l'entreprise elle-même. Il n'y a pas d'argent qui sort de l'entreprise. Ça n'entrave pas ses possibilités de développement. Ça change juste un tout petit peu sa structure actionnariale. Comme je vous l'ai dit, du coup, Arthur Mensch posséderait un tout petit peu moins, la puissance publique posséderait un tout petit peu plus, la puissance publique est déjà au capital de Mistral AI via la Banque publique d'investissement. Tout ça, c'est pas une rupture par rapport à l'existence, c'est une toute petite évolution qualitative comme ça. L'État pourrait choisir de revendre les titres, par exemple, aux salariés de Mistral AI. Donc, au lieu que Arthur Mensch possède 10% et les salariés 0, il posséderait 9,8% et les salariés 0,2%. À tout prendre, ce taux de nature à plus les impliquer dans l'entreprise et donc plutôt bon pour la performance, la productivité de l'entreprise. Mais rien ne l'oblige à faire ça. D'accord. Donc, tout ça, c'est des modalités dont on peut discuter. La puissance publique pourrait choisir, soit on crée ce fonds souverain, comme ça toute la communauté nationale bénéficie du succès de Mistral AI, soit on revend aux salariés si l'État va avoir du cash sonnant et trébuchant. Tout ça peut être discuté, et bien sûr, c'est des modalités importantes, mais qui ne posent pas aucun problème particulier du point de vue des principes, en particulier du point de vue de la compétitivité. Du point de vue de la compétitivité, l'impôt au plancher de 2%, et du point de vue de l'innovation, de la croissance de la France, il aurait un effet positif. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Il aurait un effet positif parce que
avec ces 20 milliards d'euros, qu'est-ce qu'on va faire? En tout cas, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait les utiliser, ces 20 milliards, et on pourrait le faire pour investir massivement dans l'enseignement supérieur, dans les universités, dans les savoirs, dans les infrastructures publiques, ce qui constitue le cœur du développement économique, de la prospérité et de la productivité. Et par ailleurs, il se trouve qu'on a sous-investi dramatiquement depuis 15 ans. C'est ça qui, parfois, quand même, me met hors de moi, parce que j'essaye de rester calme et posé en toutes circonstances, mais quand même, il y a une incohérence et une hypocrisie dans le discours qu'on entend. Les mêmes personnes qui nous disent c'est très important de protéger l'attractivité de la France, d'investir dans l'innovation, etc., sont celles qui ont été au pouvoir depuis 15 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé depuis 15 ans? La dépense publique par tête à l'université entre 2012 et 2024 a baissé de 25%. De 25%. Les mêmes personnes qui nous disent c'est très important d'être à la pointe de l'économie, de l'innovation, ont laissé cet effondrement de l'investissement public dans sa jeunesse, dans son université, dans ses savoirs. Là, c'est pas possible. C'est pas possible d'être dans une telle incohérence. Ces 20 milliards, il faudrait les mettre en priorité dans ces investissements. Et vous allez voir, c'est ça qui va faire notre productivité, notre attractivité, notre compétitivité à l'avenir. C'est pas le fait de laisser les milliardaires payer pas d'impôts ou presque. Et du coup, sur les 10 ans d'exonération? Ah oui, les exonérations. Pourquoi est-ce que je n'aime pas les exonérations? Parce que c'est pas une question de préférence personnelle et évidente, c'est une question de leçons que j'ai pu tirer avec de nombreux autres chercheurs de l'expérience historique et internationale en matière d'imposition des grandes fortunes. L'ISF en France, mais il y avait beaucoup d'impôts comparables dans les autres pays que j'ai étudiés pendant des années, et il se trouve que la conclusion que j'ai tirée, que beaucoup d'autres personnes ont tiré de cette expérience-là, c'est que ces impôts ne fonctionnaient pas. L'ISF était un échec, je l'explique dans le livre, un échec intellectuel, un échec politique, à mon avis un des plus importants en matière budgétaire des 40 dernières années, parce qu'il se trouve qu'il était mité d'exonération à tel point que les milliardaires ne le payaient pas. C'est-à-dire qu'à la veille de l'abolition de l'ISF en 2016, le taux effectif d'ISF pour les milliardaires français, c'était 0,005%. Donc là, on crée en 1980 un impôt sur les plus grandes fortunes. Il s'appelait impôt sur les grandes fortunes, mais tout en permettant aux plus grandes fortunes du pays d'y échapper complètement. Et ça, cette expérience-là, alors on peut le voir de d'autres façons. On peut dire, bon, on a essayé de taxer les grandes fortunes, ça n'a pas marché, donc abandonner, on n'y arrivera jamais. Et moi, la façon dont je regarde ça, je pense que c'est une façon un peu... J'essaie de me placer dans une démarche un peu plus constructive, c'est essayons d'apprendre des erreurs qui ont été commises pour ne pas les répéter. Et l'erreur principale, il y en a eu d'autres de l'ISF, c'était d'avoir toutes ces exonérations, en particulier pour les biens professionnels. Et dès qu'on introduit des niches fiscales pour la taxation des ultra-riches, vous savez, ils sont bien conseillés. Ils s'engouffrent dans ces brèches et c'est lancer la machine à optimisation. D'où la proposition que j'ai formulée, qui est de commencer beaucoup plus haut que l'ISF dans l'échelle des patrimoines. L'ISF commençait à 1 million, là on commence à 100 millions, mais en échange de ça, dire aucune niche. Aucune exonération, aucun échappatoire. Si vous avez plus de 100 millions, tout le monde comprend, vous avez une capacité contributive forte, vous n'avez pas besoin de livres, vous n'avez pas d'exonération, et c'est ça qui est la clé de l'efficacité du dispositif et de son rendement budgétaire. Si on commence à introduire des exonérations, vous pouvez être sûr qu'ils vont s'engouffrer dedans. Et compte tenu de l'histoire, moi, ça me fait très peur. Merci, on a fini cette première partie. On va maintenant passer à de nouveaux thèmes, notamment, il n'aura échappé à personne, la critique principale quand on parle d'augmentation des impôts pour les personnes les plus riches, on parle d'exil fiscal. Les plus riches partiraient, la France ne gagnerait rien et au contraire perdrait des recettes. Et sur ce, je vais laisser la place à Mathis qui va prendre la suite de cette conférence. Bonsoir. Bonsoir Monsieur Zuckman, bonsoir à tous. Du coup, effectivement, on va directement débuter sur la question, et vous avez commencé à esquisser ce sujet-là à la fin de la première partie. Donc le sujet de l'évitement face à l'impôt. Et je crois qu'on a quelques chiffres à mettre en avant. Monsieur Zuckman, vous estimez dans votre livre que votre mesure pourrait rapporter entre 15 et 25 milliards d'euros pour une année. En revanche, Philippe Amillon, oui encore, le dernier prix Nobel d'économie envisage un gain de 5 milliards seulement, notamment pour cause de l'exil fiscal.
Oui, donc cette bataille de chiffres, elle révèle les tensions entre plusieurs paradigmes économiques, mais au fond, la question qui se cache derrière, c'est celle de l'exil fiscal et de tous les moyens d'optimiser justement la fiscalité française pour échapper à l'impôt. Donc la question que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi les ultra-riches resteraient-ils résidents fiscaux en France et accepteraient d'être davantage taxés? Comment en fait pouvez-vous être sûr que les avocats fiscalistes ne trouveront pas de failles dans votre mesure? Très bonne question. Alors il y a trois risques avec cet impôt. C'est les trois pièges dans lesquels l'impôt sur la fortune était tombé. C'est les trois écueils à éviter. Le premier, c'est celui des niches fiscales. Donc ça, je l'ai expliqué. Dès qu'on introduit des exonérations, on lance la machine à optimisation. Et là, je suis d'accord avec Philippe Aghion, avec tous ceux qui disent si on refait quelque chose comme l'ISF, c'est-à-dire avec des exonérations diverses et variées, ça va rapporter beaucoup moins que 15 à 25 milliards. Ils ont raison. Mais c'est pas ce que je propose de faire. Ce que je propose de faire, c'est, premièrement, on ne fait pas comme l'ISF. Pas d'échappatoire. Vous avez plus de 100 millions, il y aura un plancher incompressible. On pose un nouveau principe qui est que si vous êtes extrêmement riche, on peut débattre de quel devrait être ce seuil, mais si vous êtes extrêmement riche, ça doit s'accompagner de devoirs incompressibles vis-à-vis de la communauté nationale. Vous devez payer un minimum chaque année. Voilà. C'est le principe de l'impôt plancher. Deuxième risque, c'est le risque de l'évasion fiscale. Alors, l'évasion fiscale, c'est aussi un sujet sur lequel j'ai beaucoup travaillé. J'ai essayé de cartographier les grandes fortunes, d'objectiver leurs techniques d'évasion fiscale depuis plus de 15 ans. Et il se trouve que pendant longtemps, il y avait une évasion fiscale qui avait atteint des proportions rocambolesques dans les paradis fiscaux. La dissimulation des patrimoines en Suisse, au Luxembourg, dans d'autres pays qui traditionnellement avaient un secret bancaire très fort, les sommes en jeu avaient atteint des milliers de milliards de dollars à l'échelle mondiale. Et jusqu'à 2018, il y avait un secret bancaire complet, donc c'était vraiment très simple, une fois qu'on avait déplacé son argent, ses actions dans un paradis fiscal, d'échapper à l'impôt, parce qu'il n'y avait pas d'échange d'informations entre pays. Depuis 2018, il y a un échange automatique d'informations bancaires. Alors ça, c'est un grand progrès, et c'est très important, c'est sans doute une des avancées les plus importantes en matière de coopération économique internationale des dernières décennies, puisque maintenant, au moins sur le plan des principes, alors en pratique c'est un peu plus compliqué, mais sur le plan des principes, il y a cette coopération fiscale, cet échange de données bancaires, cette fin du secret bancaire. Donc c'est plus du tout aussi simple qu'avant de dissimuler ses patrimoines. Donc la puissance publique est beaucoup mieux armée aujourd'hui qu'à l'époque de l'ISF pour lutter contre l'évasion, la fraude fiscale, la dissimulation des patrimoines. Deuxième chose, donc pour que ça marche, il faut une politique proactive de lutte contre la fraude, et il faut en particulier s'appuyer sur les informations qui sont envoyées par les institutions financières des autres pays. Et puis le troisième point qui est très important, qui est celui que vous mentionnez, qui est la question de l'exil fiscal. Mais l'exil fiscal, c'est comme la fraude fiscale, c'est pas une loi de la nature, c'est pas un fatum antique. Alors je sais que les gens aiment bien penser ça, d'ailleurs c'est ce qu'ils pensaient pour la fraude dans les paradis fiscaux pendant des années, des décennies, les gouvernements disaient vous voyez, si la Suisse va avoir son secret bancaire, mais qu'est-ce qu'on peut faire? On est parfaitement impuissant, on ne peut rien faire, on ne peut rien faire. Puis sauf que ça a changé, on peut faire des choses, parfois on peut créer une nouvelle forme de coopération internationale, des traités, etc. Puis parfois on peut prendre des actions unilatérales pour résoudre ces problèmes. Et dans le cas de l'exil fiscal, c'est ce qu'on peut faire. On peut créer ce qu'on pourrait appeler un bouclier anti-exil fiscal, qui consisterait à dire, une personne, si vous avez vécu longtemps en France et que maintenant vous vous exilez, vous êtes très riche, l'impôt plancher va continuer à s'appliquer après votre départ pendant 5 ans, par exemple, comme la proposition de loi qui a été adoptée à l'Assemblée nationale en février, ou alors ça pourrait être pendant 10 ans, ou ça pourrait être des formules plus compliquées, j'explique dans le livre les formules qu'on pourrait utiliser, etc. Mais le point essentiel, c'est de comprendre que l'exil fiscal, c'est pas une loi de la nature, c'est un choix. On peut choisir de l'accepter, voire même de l'encourager. En fait, c'est le choix qu'on fait aujourd'hui. On dit, si vous partez, vous vous installez dans un paradis fiscal, dès le 1er janvier de l'année prochaine, vous n'avez plus rien à payer en France. Pourquoi se gêner? C'est sûr que si c'est comme ça, on risque de souffrir d'exil fiscal. Les États-Unis font un choix très différent. Ils disent, si vous avez citoyenneté américaine, vous devez payer des impôts aux États-Unis jusqu'au restant de vos jours. Vous pouvez toujours vous installer aux îles Caïmans ou à Singapour, ça ne va pas vous permettre d'échapper au fisc. Ce que je dis, moi, c'est plutôt qu'on pourrait envisager un entre-deux entre le système américain qui a ses problèmes et le système français qui a des problèmes encore beaucoup plus importants et qui consisterait à
poser le principe que si vous êtes extrêmement riche, que vous avez bâti votre fortune en France, vous avez vécu longtemps en France, eh bien l'impôt plancher va continuer à s'appliquer après votre départ. Peut-être pas jusqu'au restant de vos jours, on peut discuter pendant 5, 10 ans, 15 ans. Et c'est comme ça que de la même façon qu'on a résolu le problème de l'évasion fiscale dans les paradis fiscaux, on peut résoudre le problème de l'exil fiscal. Alors vous venez effectivement de répondre en partie à l'exil fiscal et on y reviendra en présentant l'exit tax, ça vous permettra de développer davantage. Juste avant, j'aimerais revenir sur un autre point, c'est le fait qu'il n'y ait pas de niche et pas d'échappatoire au sein de votre mesure. J'ai une question du coup d'un point de vue plus juridique, et si je veux faire en quelque sorte l'avocat du diable, vous prenez en compte l'ensemble du patrimoine, sans distinguer le patrimoine issu de la personne physique, donc ce que la personne va consommer, ce que finalement l'ultra-riche dispose et lui permet de faire d'acheter l'ensemble de ses biens de consommation. Vous ne distinguez pas ça des biens détenus par la holding, qui sont donc issus d'une personne morale. Si on se place d'un point de vue juridique, il y a à la fois la personne morale et la personne physique. La personne physique, elle n'a pas de liquidité. On est d'accord que c'est un peu biaisé puisqu'elle n'a pas besoin de ses liquidités. Mais certes, la question donc c'est la question de la constitutionnalité derrière. Comment faites-vous pour que votre impôt, votre taxe, elle soit légale en proposant de taxer une personne sur des liquidités qu'elle n'a pas? Est-ce que c'est possible ça légalement de taxer quelqu'un sur un argent qu'elle ne peut pas dépenser dans l'économie réelle immédiatement? C'est légal si on écrit dans la loi que maintenant ça va fonctionner comme ça. Ça va devenir légal, bien sûr. Et d'un point de vue constitutionnel, on peut réfléchir d'un point de vue constitutionnel. Je vais vous répondre sur la Constitution, mais chaque chose en son temps. D'abord, sur votre question de qu'est-ce qu'on taxe? C'est quoi le patrimoine? Le patrimoine, la fortune, c'est quoi? C'est la valeur de vos avoirs. C'est pour les gens qui ont plus de 100 millions d'euros, c'est surtout des actions. Net de vos dettes. C'est ça votre fortune, c'est comme ça que c'est défini, c'est comme ça que c'est mesuré partout, et ça c'est très bien défini. Que ces actions soient détenues directement ou indirectement via des sociétés holding, tout ça c'est une fiction juridique qui a pour conséquence principale que ça permet l'utilisation des sociétés holding aux personnes d'échapper à l'impôt sur le revenu, mais c'est juste des jeux d'écriture. Hein. Dans le fond, les personnes possèdent des actions dans des grandes entreprises, dans des entreprises de taille intermédiaire. Et donc, c'est cette fortune-là qu'on va taxer. D'accord ? Ensuite, la question de la constitutionnalité. Cette question est plus importante. Parce que là, c'est vrai qu'il y a un débat, et il y a des avis différents, des constitutionnalistes, sur le caractère constitutionnel ou pas de cette mesure. Alors, comment est-ce que moi je suis économiste, hein, je ne suis pas juriste, je ne suis pas constitutionnaliste, donc j'aborde ça avec ma perspective d'économiste. D'abord, si on se place du point de vue des principes fondamentaux, la Constitution ne dit qu'une seule chose en matière fiscale, une seule chose, qui est de rappeler dans son préambule la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui dans son article 13 pose le principe d'égalité devant l'impôt. C'est la seule chose qui est écrite dans la Constitution au sujet des impôts. Principe d'égalité devant l'impôt, dont l'interprétation minimaliste qu'on puisse faire, et que le Conseil constitutionnel lui-même a faite, est que l'impôt ne devrait pas pouvoir être régressif. C'est-à-dire que les gens plus fortunés ne devraient pas pouvoir payer moins que les personnes moins fortunées qu'elles. Et donc, moi, il me semble que du point de vue des principes constitutionnels fondamentaux, cette proposition, c'est pas qu'elle est inconstitutionnelle, c'est l'inverse. C'est qu'il s'agit d'une mise en conformité de nos lois fiscales avec nos principes constitutionnels fondamentaux. Première chose. Ensuite, évidemment, les choses sont un tout petit peu plus compliquées que ça, dans le sens où, quand l'ISF existait, le Conseil constitutionnel a eu une jurisprudence en 2012 disant que l'ISF, s'il était supérieur à un taux de 0,5%, devait s'accompagner d'un plafonnement en pourcentage du revenu. C'est-à-dire que personne ne devrait avoir à payer plus que 70% de son revenu quand on fait la somme de l'ISF, de l'impôt sur le revenu et de quelques autres impôts. Voilà, il y a une jurisprudence de 2012 qui dit ça.
c'est une jurisprudence qui s'appliquait à l'ISF. Impôt très différent, puisque ce que je propose, c'est de prendre le contre-pied de l'ISF. Donc, de toute façon, le Conseil constitutionnel devra se prononcer à nouveau, et on ne peut pas préjuger de sa décision. Et il y a tout un tas de juristes, de constitutionnalistes qui ont écrit, par exemple, il y a quelques semaines dans Le Monde, qu'eux, ils pensaient que le Conseil constitutionnel allait se prononcer de nouveau. Il y a de bonnes raisons qui valident ce dispositif, en particulier parce qu'il commence beaucoup plus haut, 100 millions d'euros, donc les arguments qui avaient été utilisés en 2012, qu'il y aurait un risque de confiscation, bah là, tiennent pas, parce que les gens qui ont plus de 100 millions... on maintient un socle de 100 millions non taxés, donc il n'y a pas de risque de confiscation. Aussi parce que les études qui ont démontré la régressivité de l'impôt, elles sont postérieures à cette jurisprudence, elles datent de 2022, 2023, ces études. Donc le Conseil constitutionnel va devoir prendre en compte ces éléments factuels nouveaux. Donc ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, c'est que la jurisprudence de 2012 du Conseil constitutionnel, je le dis modestement, en ma capacité d'économiste, pas de professeur de droit, mais si on analyse objectivement, rationnellement cette jurisprudence, elle est incohérente. Elle n'est pas défendable. Pourquoi ? Parce qu'il y a déjà en France un impôt sur le patrimoine qui s'appelle la taxe foncière. La taxe foncière, elle n'est pas plafonnée, hormis cas très rares de petites résidences principales et de gens avec des revenus très faibles, mais pour l'essentiel, elle n'est pas plafonnée. C'est-à-dire que si vous possédez 10 châteaux, je sais que ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais c'était le cas pour les gens très riches en 1700, à la fin de la Révolution française, en 1792, quand la taxe foncière a été créée. C'était ça la richesse. À l'époque, c'était du foncier, c'était des terres, c'était des châteaux. On crée la taxe foncière. Quelqu'un qui possède 10 châteaux doit payer 10 taxes foncières, quel que soit son revenu, même s'il n'a aucun revenu. Et ça a toujours été comme ça depuis la Révolution française. Et il n'y a jamais eu de plafonnement. Et le Conseil constitutionnel n'a jamais dit que la taxe foncière était inconstitutionnelle. Donc là, il y a une incohérence qui est considérable. Et c'est pas... Il y a l'histoire des 10 châteaux, mais il y a aussi le fait que très concrètement, il y a des millions de Français qui... aujourd'hui, payent des taxes foncières qui sont très lourdes par rapport à leurs revenus, qui sont supérieures à 0,5% de leur fortune. Je vais vous donner un exemple. Imaginez que vous possédez un logement, et c'est des millions de Français qui sont dans ce cas-là, d'une valeur de 200 000 euros. Vous l'avez acquis grâce à un emprunt immobilier de 180 000 euros. Donc en fait, votre patrimoine net, c'est 20 000 euros. Là, vous devez payer quand même une taxe foncière qui... 200 000 euros, d'abord la taxe foncière très injuste, on ne peut pas déduire les dettes, donc vous payez la taxe foncière sur 200 000 euros. Ça va être à peu près 2 000 euros de taxe foncière. 2 000 euros de taxe foncière, alors que votre patrimoine, c'est 20 000 euros. Donc en fait, vous payez une taxe foncière qui est égale à 10% de votre patrimoine. 10%. C'est des millions de Français qui sont dans ce cas-là. Alors pourquoi est-ce que le Conseil constitutionnel nous dit ça, c'est OK, 10%, pas de problème, c'est toujours été comme ça depuis des siècles. Mais en revanche, 0,5% pour les gens riches, vous n'y songez pas. Il faut un plafonnement. Là, vous êtes d'accord avec moi, il y a une incohérence fondamentale. Peut-être parce que justement, le Conseil constitutionnel considérerait que les personnes ne disposent pas de cet argent comme c'est leur société qui dispose du patrimoine que vous voulez taxer. Mais les gens, même quand ils détiennent leur patrimoine via des sociétés, ils détiennent des actions de ces sociétés holding. Dans tous les cas, c'est leur fortune. C'est-à-dire, si moi, je possède une entreprise du CAC 40, je possède 100 milliards d'actions d'une entreprise du CAC 40, mais en fait, je choisis de mettre ces 100 milliards d'actions dans une société holding que je possède, la holding, du coup, elle vaut 100 milliards, et moi, je possède des actions de la holding, et ces actions-là, elles valent 100 milliards, et c'est ça qu'on taxe. Donc, il n'y a aucune incohérence dans tout ça. Très bien. Merci beaucoup pour votre éclairage sur l'aspect juridique. On va en sortir pour revenir davantage sur l'économie et parler un petit peu du dispositif que vous avez esquissé, qui est l'exit tax. On rappelle du coup une exit tax, c'est un impôt qui permettrait à un pays X de taxer ses anciens résidents, mais pas de taxer comme on serait tous taxés, c'est si ce résident veut vendre ses actions qu'il a fait fructifier dans ce pays X. Oui, donc par rapport à cette exit tax, qui d'ailleurs, j'ai découvert en préparant la conférence, existe déjà en France, bien qu'elle ne soit que très symbolique. J'aimerais vous poser une question par rapport à celle-ci. Qu'est-ce que vous préconisez justement comme impôt pour les personnes exilées fiscalement ? Alors, l'exit tax, c'est effectivement un impôt qu'on doit payer au moment, que certaines personnes doivent payer au moment d'un changement de résidence fiscale. Impôt qui a connu diverses réformes, qui a été fortement affaibli
en 2017, et qui est une façon de lutter contre l'exil fiscal. C'est une façon de lutter contre l'exil fiscal, c'est-à-dire voilà, au moment où vous partez, on va taxer, ça peut être votre patrimoine, ça peut être les plus-values latentes, c'est-à-dire l'augmentation de la valeur de votre patrimoine qui n'a pas encore été taxée. Bon, c'est ce que fait l'exit tax. Moi, ce que je propose de faire, c'est quelque chose qui est un peu différent de ça. C'est pas de taxer les gens simplement au moment où ils partent, mais c'est de poser un nouveau principe qui est que même après que vous soyez parti de France, vous allez devoir continuer à payer des impôts à la France sur votre patrimoine, ou on pourrait d'ailleurs l'élargir, ça pourrait être aussi sur vos revenus, dans la mesure où, si 3 conditions sont remplies. D'abord, vous êtes très riche, parce qu'il ne s'agit pas d'embêter les personnes qui n'ont pas des revenus très élevés, c'est si vous êtes très riche. Deuxièmement, si vous avez vécu très longtemps en France, parce qu'il ne s'agit pas d'embêter des gens qui passeraient quelques années en France, des étudiants qui seraient comme ça en échange dans un pays. Vous avez vécu très longtemps, vous êtes très riche. Et troisièmement, vous partez vous installer dans un pays à fiscalité faible. Alors, moi, ce que je propose, c'est qu'il devrait y avoir un filet de sécurité. La France devrait dire on va collecter la différence entre ce que vous payez dans votre nouveau pays et puis ce que vous auriez dû payer si vous étiez encore en France, pour que ce soit neutre, comme ça, d'être à Paris, ou en Suisse, ou en Belgique, au moins pendant quelques années. Et la logique derrière tout ça, elle est évidente. Si vous êtes devenu milliardaire en France, c'est quand même en grande partie un succès collectif. Hein, vous n'êtes pas devenu milliardaire tout seul, vos entreprises ont bénéficié des infrastructures publiques, vous avez bénéficié de l'éducation, du système de santé, vous avez bénéficié des tribunaux qui ont protégé vos propriétés. Et donc il n'y a juste aucun droit naturel à s'exiler comme ça une fois fortune faite et d'avoir plus d'impôts à payer à tout le monde. Et même, vous avez bénéficié des savoirs qui ont été accumulés depuis des millénaires par l'ensemble de l'humanité, donc vous devez continuer à payer. Et si ce n'est pas votre nouveau pays qui vous fait payer, eh ben, c'est logique que ce soit le pays, dans mon exemple la France, où vous avez bâti votre fortune. Merci beaucoup, on comprend bien l'esprit de cette exit tax. Maintenant, celle qui avait été mise en œuvre en 2011 avait été, avant même d'être détruite par Emmanuel Macron à sa présidence, avait été fortement attaquée par l'Union européenne au nom de la liberté des capitaux et des personnes. Comment, vous venez de prendre l'exemple de la Belgique, comment faire face à une Union européenne qui est, on va pas se mentir, très libérale, voire néolibérale, comment faire face à cette Union européenne pour justement qu'elle laisse votre taxe en vigueur si une personne partirait de Paris pour aller à Bruxelles, par exemple? Moi, les spécialistes de droit européen que j'ai consultés sur cette question m'ont dit qu'ils pensaient que le dispositif que j'envisageais était compatible avec les droits européens pour une raison très simple, qui est qu'il n'introduit pas d'obstacle à la mobilité, puisque par définition, il crée une neutralité entre être à Paris ou être à Bruxelles. Donc on ne peut pas dire « Ah bah ça empêche de déménager ». Bah non, il n'y a pas d'obstacle à la mobilité, donc c'est compatible avec la libre circulation des personnes au sein de l'Union européenne. D'accord, donc ça nous permet d'envisager une perspective plus large sur votre imposition. Et le plus simple peut-être, et vous en parlez d'ailleurs dans votre ouvrage, ça serait de l'envisager à une échelle européenne, voire mondiale. On a d'ailleurs quelques éléments à ce propos qui sont issus de votre livre. Vous chiffrez du coup dans votre livre que votre impôt plancher à 2% rapporterait 64 milliards d'euros à l'échelle européenne et entre 300 et 380 milliards à l'échelle mondiale. Donc même question, comment mettre en œuvre ce projet d'imposition, d'abord à l'échelle européenne, et surtout, on sait qu'aujourd'hui, au niveau européen, l'imposition c'est une prérogative nationale. Est-ce que vous voudriez que, au moins sur votre dispositif fiscal, cela puisse devenir un dispositif européen? Absolument. Je pense que c'est important de se battre à différentes échelles et que les 3 échelons, mondial, européen, français, sont pertinents. D'abord, au niveau mondial, on a besoin de réécrire les traités de la mondialisation radicalement pour mettre au cœur de ces traités la question de la justice fiscale, de la justice climatique, de la justice sociale. Donc on a besoin d'accords internationaux qui viennent dire on va conditionner en gros le commerce international au fait que les grandes fortunes qui bénéficient énormément de ce commerce payent des impôts comme les autres.
Voilà pourquoi c'est important de se battre au niveau mondial. Au niveau européen, c'est important aussi parce qu'on ne peut pas avoir une libre circulation des capitaux, un marché unique, sans harmonisation fiscale. Ça ne fonctionne pas, ça crée de l'exil fiscal, etc., de la concurrence fiscale déloyale. Et c'est un moteur à inégalité. Donc on a aussi besoin d'harmonisation fiscale au niveau européen. Et puis enfin, au niveau national, on a des problèmes de justice fiscale qui ne sont pas forcément exactement les mêmes dans tous les pays, même si pour les milliardaires c'est un peu la même chose partout. On a nos propres inégalités, on a nos propres choix politiques. On peut souhaiter 2%, c'est le minimum syndical, au sens où si on va en dessous de 2%, on permet aux milliardaires de payer moins que les autres, difficilement défendable. Mais évidemment, il y a plein de raisons valables de vouloir aller au-dessus de 2%. Bernie Sanders, en 2020, il avait fait campagne aux États-Unis en proposant un impôt sur les grandes fortunes de plus de 8% pour les fortunes de plus de 10 milliards de dollars. Bon, c'est des taux qui sont parfaitement défendables. On peut avoir aussi des taux différents sur le niveau d'inégalité de fortune qu'on a. Donc ces trois échelons sont importants et se renforcent et se complémentent l'un l'autre. Je pense qu'il ne faut pas du tout attendre un accord international ou un accord européen avant de faire quoi que ce soit au niveau français. C'est l'inverse. Et si la France crée cet impôt plancher, c'est ça qui va créer une dynamique européenne et une dynamique mondiale. Et en fait, c'est quasiment toujours comme ça que ça se passe. Si vous regardez par exemple très récemment, la France a été le premier pays à créer une taxe GAFA sur les géants du numérique, une taxe sur les services numériques. Maintenant, il y a plus d'une vingtaine de pays qui ont leur propre taxe GAFAM. C'est comme ça que ça fonctionne. Où la France a été le premier pays en 1954 à créer une TVA. Puis après, tous les pays ont créé leur TVA, à l'exception des États-Unis. Donc c'est la France qui a par le passé montré l'exemple et je pense qu'il est en bonne position aujourd'hui pour continuer à montrer l'exemple. D'ailleurs, à ce sujet, nous allons passer à la focale politique. La taxe Zucman a suivi et suit encore un chemin politique sinueux, voté en février 2025, puis rejeté peu après par le Sénat, rejeté de nouveau ce lundi par la Commission des finances de l'Assemblée nationale. Comment envisagez-vous le futur de votre taxe ? Je l'envisage avec le plus grand optimisme. Et je suis très sérieux. Simplement parce que ces choses-là, vous savez, ça met toujours un peu de temps. Je ne sais pas si ça va mettre des semaines, des mois, des années. Ce que je sais, c'est que j'ai étudié l'histoire fiscale. Et par exemple, si vous regardez le précédent historique le plus proche, qui est la création de l'impôt sur le revenu au début du XXe siècle, ça avait mis 7 ans entre le dépôt du projet de loi par Joseph Caillou en 1907, son adoption par la Chambre des députés en 1909, et finalement son adoption par le Sénat en 1914. Le Sénat, majorité conservatrice, avait bloqué pendant 5 ans. Bon, je pense que là, on peut espérer que ça mette moins de 7 ans, parce que, d'abord, c'est pas aussi ambitieux que l'impôt sur le revenu. Ceci dit, l'impôt sur le revenu de Joseph Caillou, au début, était aussi très minimaliste. Il s'agissait de taxer les revenus à 4% des plus hauts revenus du pays. Là, il faut voir cet impôt plancher sur les milliardaires comme finalement venant parachever la création de l'impôt sur le revenu, faisant rentrer les milliardaires dans le champ de l'impôt sur le revenu, auquel ils ne sont quasiment, pour la plupart, pas encore soumis. Donc c'est en fait relativement modeste. Donc première raison pour laquelle on peut espérer que ça aille un peu plus vite. Deuxièmement, il y a la situation de crise budgétaire des finances publiques. On a besoin de consolidation budgétaire. Je ne veux pas minimiser, je ne pense pas qu'il faille minimiser nos problèmes de dette publique et de déficit public. 116% de dette par rapport au PIB, c'est des niveaux inédits depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la fin de la Première Guerre mondiale, et avant ça, la Révolution française. Il n'y a que 3 précédents historiques. Et dans tous les cas, ça s'est fini par une très lourde taxation des très grandes fortunes, beaucoup plus que 2%. Donc je pense que cet aspect-là va aussi peser, et puis foncièrement, fondamentalement, la raison pour laquelle je suis archi confiant à 100% que cet impôt finira par voir le jour, c'est simplement le soutien considérable dans la population. Toutes les enquêtes d'opinion montrent que c'est 80-86% des Français de toutes les sensibilités politiques qui sont en faveur de ce type de mesures. Et c'est pas que en France, parce que des enquêtes d'opinion sur ce type de position, on a eu dans plein de pays, et c'est partout la même chose. Pourquoi ? Parce que l'explosion des grandes fortunes, c'est un phénomène mondial, certes qui a été particulièrement fort en France, mais qu'on observe partout. Et le fait, comme je l'ai rappelé, que les milliardaires payent beaucoup moins que les autres catégories sociales, cette injustice fondamentale, on l'observe aussi partout. Et donc moi, j'ai une grande confiance, non seulement dans le pouvoir des idées, mais aussi et surtout dans le pouvoir des forces démocratiques. Messieurs, merci. Nous allons maintenant passer aux questions du public pour une petite demi-heure. Nous ferons passer un micro. N'hésitez pas à lever la main si vous avez une question.
vous laisse lever la main, tous, si vous avez des questions. C'est le moment. On commence ici ? Vas-y. Bonsoir, M. Zuckman, merci beaucoup pour votre conférence. Merci aux deux assos. Merci beaucoup pour votre conférence. Justement, je suis un grand proponent du principe, parce que je ne connais pas tellement la technicité, mais de ce que vous proposez. Et du coup, j'ai deux questions par rapport à ça. Déjà, pourquoi 2 ? Pourquoi pas 1,7 ou 3,5 pourquoi 2 ? Est-ce que c'est un chiffre qui a vocation à être discuté et qui est là un petit peu parce qu'il faut un chiffre pour faire impactant, ou est-ce qu'il y a une vraie raison derrière ? Et d'autre part, je ne sais pas du tout comment ça fonctionne, mais mettons que Bernard Arnault s'en aille en Belgique, on dit qu'on veut quand même le taxer. Comment on fait concrètement pour aller le taxer s'il a mis toute sa fortune en Belgique ? Parce qu'on ne va pas pouvoir, politiquement, je ne pense pas qu'on va y aller l'arrêter s'ils veulent revenir sur le territoire français. Donc est-ce qu'on peut aller juridiquement saisir de ses actifs en France, attaquer ces entreprises, ce genre de choses-là ? Comment est-ce qu'on fait concrètement pour aller poursuivre les gens si jamais... Alors, le 2%, évidemment, n'a pas été choisi au hasard. Rien n'a été choisi au hasard, tout a été très longuement mûri et réfléchi. En l'occurrence, le taux de 2%, c'est le taux qui permet de s'assurer que les milliardaires aient le même taux de prélèvement obligatoire, le même taux d'effort que le français moyen. C'est exactement ça. C'est-à-dire aujourd'hui, ils sont à 25%, les milliardaires, prélèvement obligatoire divisé par leurs revenus. S'ils avaient à payer ce taux plancher de 2% sur leur patrimoine, ça les ferait monter à 51%, comme le français moyen. Ni plus ni moins. Et donc, pourquoi cet objectif paye autant que le français moyen ? C'est l'acception minimaliste, l'interprétation minimaliste du principe d'égalité devant l'impôt. C'est-à-dire que il est naturel, il est normal, il est souhaitable qu'on ait tous des avis différents sur le juste niveau de progressivité fiscale, à quel point les plus riches devraient payer plus par rapport à leurs revenus que le reste de la population. Mais personne n'est d'accord, je crois, foncièrement, avec la possibilité, avec l'idée que les plus fortunés pourraient payer moins que le reste de la population. Donc c'est comme ça que ce taux a été pensé, c'est pour être une mesure consensuelle. Et pourquoi ? Parce qu'il faut revenir à l'histoire de cette proposition. Au début, ça vient d'un travail que j'ai fait avec le gouvernement brésilien, qui avait la présidence du G20, qui voulait mettre à l'ordre du jour du G20 des nouvelles idées d'harmonisation fiscale internationale. Et donc je leur ai dit, moi je pense que c'est ça qu'il faudrait faire, un impôt plancher de 2% sur les milliardaires. Et donc j'ai essayé de réfléchir à une proposition qui puisse être viable dans une enceinte comme le G20. Donc on ne peut pas proposer la révolution fiscale et des choses comme ça extrêmement ambitieuses. Donc en réalité, 2%, ça vient de là. Et ensuite, la proposition de loi qui a été votée à l'Assemblée nationale, c'est simplement juste la transcription de ce que j'avais proposé au G20 dans le cas de la France. Ensuite, sur la question de comment s'assurer que des éventuels exilés fiscaux continuent à payer l'impôt après leur départ, il faut regarder ce que font les États-Unis. Hein. C'est pareil, on ne va pas réinventer la roue. Les États-Unis taxent leurs citoyens, même s'ils vivent en dehors des États-Unis. Ça se passe très bien. Hein. Dans la plupart des cas, il n'y a pas de problème. Parce que d'abord c'est la loi et que les gens respectent la loi pour la plupart. Et ensuite parce qu'il y a des façons pour la puissance publique, si jamais ces personnes venaient se mettre en violation de la loi, en général ces personnes elles ont quand même des attaches avec la France encore, même après un départ, elles possèdent des entreprises qui vont avoir des implantations en France, et donc tout ça donne un moyen pour la puissance publique de s'assurer que l'impôt dû est effectivement acquitté. D'autres questions peut-être ? Bonsoir Monsieur Zuckman. Alors moi ma question elle porterait sur... en fait je me demande si cette taxe que vous voudriez implanter serait une finalité en soi ou si ce serait envisageable dans un futur plus ou moins proche d'aller plus loin dans la réduction des inégalités par l'impôt. Et si oui, quelles peut-être limites vous envisagez, parce que de taxer à 2% le revenu jusqu'à l'expropriation des biens, il y a tout un monde. Donc voilà. Effectivement, on n'est pas dans le communisme. Hein. Taxer 2% des patrimoines qui ont augmenté de 10% par an en moyenne depuis 30 ans, c'est-à-dire si cette taxe avait existé depuis 30 ans, ils auraient augmenté de 8% par an seulement, ils auraient explosé tout petit peu moins fortement qu'ils n'ont explosé en réalité. Donc, je suis totalement d'accord avec vous, c'est clairement pas cette taxe qui va suffire, ne serait-ce que pour stabiliser nos inégalités de fortune, et encore moins pour les faire baisser.
Donc c'est un plancher, c'est le minimum syndical, on devrait tous pouvoir se mettre d'accord sur ça, mais ça ne veut pas dire qu'il faut s'arrêter là. Moi, personnellement, si j'avais à défendre à l'Assemblée des projets de réforme fiscale, je défendrais des choses plus ambitieuses que ça. Par exemple, quelque chose qui s'approcherait de ce que Bernie Sanders avait proposé en 2019, j'avais travaillé avec lui à l'époque, qui était un impôt sur la fortune qui lançait à 32 millions de dollars de patrimoine, d'abord à un taux de 1% entre 32 millions et 50 millions, puis 2% entre 50 millions et 100 millions, puis ça montait jusqu'à 8% au-delà de 10 milliards de dollars de patrimoine. À 8%, là, effectivement, on se donne la possibilité de stabiliser ou même de commencer à faire baisser les inégalités de patrimoine. Et je pense que compte tenu de l'ampleur qu'ont prise les très grandes fortunes françaises, de l'influence qu'elles ont sur la vie économique du pays, sur la vie politique du pays, sur le débat d'idées en particulier dans ce pays qui constitue le cœur de la vie démocratique, il y a de bonnes raisons de vouloir une reprise en main par la puissance publique de ces très grandes fortunes qui pour le moment se développent, augmentent hors de tout contrôle de l'autorité publique et à des taux qui soient supérieurs de 2%. Mais on n'en est pas là. Là, il s'agit simplement de poser un principe qui est nouveau, qui est le principe du taux plancher, qui, je pense, même si c'est un taux qui est faible, et je suis d'accord avec vous sur ce point-là, constituerait quand même une avancée dont il ne faut pas sous-estimer la portée, parce qu'il s'agit au fond du fond d'élargir le champ de la démocratie. C'est de ça dont on parle. Il s'agit de faire entrer les milliardaires dans le champ de la solidarité nationale, dans lequel ils ne sont pas encore entrés. Et vous savez, ce saut qualitatif, c'est un combat qui est difficile, c'est un combat qui mérite d'être mené, et c'est déjà, ce sera déjà quelque chose de très important. Bonsoir. Oui, une question pas forcément d'ordre économique. Comment est-ce que vous vivez la soudaine célébrité que vous avez pu acquérir, qui d'une part élude le travail d'économiste, mis à part sur cette taxe, mais d'autre part vous permet un nouveau travail plus de l'ordre médiatique et de travail avec les partis politiques, et on ne va pas se cacher, notamment avec le NFP. Merci. Avec les associations aussi. Vous savez, moi je suis chercheur et je suis professeur. Donc il y a deux choses que j'aime faire. J'aime comprendre, dans mes travaux de recherche, me plonger à fond dans les sujets pendant des années, aller au bout des choses, comprendre sur le bout des doigts, et j'aime expliquer. Ça, c'est le travail de professeur. Et donc, pour moi, ces conférences ou les rares, en réalité, interventions médiatiques que je fais, parce que j'aime pas particulièrement ça, c'est pour moi l'occasion d'expliquer, de faire œuvre de pédagogie. Et je pense que ça fait partie du travail pour moi de chercheur en sciences sociales. C'est-à-dire que quand on a trouvé des choses sur l'évasion fiscale ou sur les taux réels d'imposition des différentes catégories sociales, on ne peut pas se contenter juste de présenter ces résultats à la simple communauté scientifique et rester dans cette tour d'ivoire. Le rôle du chercheur en sciences sociales, il va au-delà de ça. Le devoir du chercheur en sciences sociales, c'est aussi de permettre une appropriation citoyenne des savoirs. Et donc, pour moi, ces conférences, ces interventions, c'est l'occasion de faire mon métier, de contribuer à cette appropriation citoyenne des savoirs. On va prendre encore quelques questions, 3-4 grand maximum. S'il y a des participations féminines, elles sont évidemment les bienvenues aussi. Du coup, je suis le suivant, désolé. Mais peut-être qu'après, il y aura juste là. Bonsoir. Moi, ma question, elle est par rapport à la récupération politique de votre taxe. Vous l'avez expliqué, moi j'ai relevé deux choses très importantes. La première, c'est la qualité universitaire, le travail de recherche long et mûri. Et la deuxième, c'est pas le fait de taxer plus, c'est le fait de taxer de façon égale. Donc c'est-à-dire, un, le respect constitutionnel, et deux, la qualité universitaire et donc technocrate, on pourrait dire. Est-ce que la récupération politique, elle ne vous fait pas peur, dans un sens où votre taxe, elle pourrait être utilisée négativement ou positivement par certains partis, et que par conséquent, elle puisse sortir un peu et rentrer vraiment dans le jeu des partis, alors qu'en réalité, c'est peut-être pas sa place, et sa place, ça serait plus justement dans vraiment ce débat de fond et pas de forme.
C'est une très bonne question et je pense que la question de l'impôt, c'est vraiment la question démocratique et citoyenne par excellence. C'est pas une question technocratique. Il appartient à personne, économiste ou technocrate ou qui que ce soit, de décider quel est le bon impôt, quel est le juste taux d'imposition. Pas du tout. C'est des questions qui ne peuvent être tranchées que par un débat démocratique, que par la délibération citoyenne, que par le vote des électeurs ou de leurs représentants au Parlement. Et donc le fait qu'il y ait ce débat politique, c'est une bonne chose. Et je pense que c'est aussi une autre façon dont les chercheurs en sciences sociales peuvent se montrer utiles à la société, au-delà de l'appropriation des savoirs. Il y a aussi cette possibilité de contribuer à un débat démocratique en montrant l'éventail des possibles. C'est-à-dire que le sens de ma démarche, c'est de dire voilà ce qu'il faut faire, il n'y a que ça qui est bien, on ne peut rien faire d'autre. Pas du tout, c'est de montrer que sur chaque sujet, par exemple la question de la justice fiscale, il y a en fait tout un éventail de possibilités. C'est jamais le cas qu'il n'y a pas d'alternative. Il y a toujours des alternatives. Et ce à quoi on peut contribuer, c'est parfois d'inventer ou de mettre l'accent sur des possibilités, des alternatives qui n'avaient pas été envisagées ou qui n'avaient pas été encore comprises ou qui n'avaient pas été encore bien formulées par les acteurs de la sphère publique ou par les acteurs politiques. Donc c'est vraiment ça le sens de cette proposition que j'ai formulée, et du coup je ne peux que me réjouir du fait qu'elle contribue à alimenter ce débat démocratique. Bonsoir. Je me posais une question sur la manière dont vous intégrez les droits de succession dans les 25% que les plus riches payent. C'est une bonne question. Donc, pour être absolument parfaitement rigoureux, les droits de succession ne sont pas inclus dans le taux de 25% parce que l'étude de l'Institut des politiques publiques n'incluait pas les droits de succession. Maintenant, moi j'ai fait d'autres études, je n'ai pas participé à cette étude pour la France, donc je reprends juste les travaux de mes collègues. J'ai fait d'autres études dans plusieurs pays, j'ai fait une étude en particulier sur les États-Unis, où là on a pris en compte tous les impôts qui étaient payés, et donc ce qu'on fait, et en particulier l'impôt sur les successions, donc ce qu'on fait c'est qu'on ajoute les droits de succession payés chaque année par les milliardaires au reste de l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, donc ils s'acquittent. Et dans le cas américain, ajouter l'impôt sur les successions, ça augmente leur taux de prélèvement obligatoire de l'ordre de 0,6 à 0,7% de leurs revenus. C'est vraiment très faible. Hein. Et donc je pense que si on faisait ça en France, le taux de prélèvement obligatoire des milliardaires augmenterait peut-être de 25% à 26%, peut-être les droits de succession sont un peu plus forts en France, mais ils ne sont pas beaucoup plus forts qu'aux États-Unis, hein, parce que les grandes fortunes françaises peuvent bénéficier des différentes niches fiscales, en particulier le pacte Dutreil, pour avoir des taux effectifs d'imposition sur leur succession qui sont quand même très faibles. Et pour vous donner l'ordre de grandeur, la différence que ça ferait, si on prenait bien en compte les droits de succession, on passerait sans doute de 25 à 26, peut-être 26,5, 27%, mais pas plus que ça. Oui, bonsoir. Je voudrais poser une question qui concerne l'antériorité, en quelque sorte, de votre travail. Bon, il est très bien effectivement de combattre les inégalités à travers la taxe Zuckman. J'en suis tout à fait favorable. J'y suis tout à fait favorable. La question que je me pose, c'est comment a-t-on pu passer d'une fortune de 200 milliards à 1200 milliards pour 700 personnes, enfin 500 milliardaires, en l'espace de 15 ans. Comment vous pouvez expliquer ça, si vous pouvez? C'est, de mon point de vue, la conjonction de trois phénomènes. Le premier, c'est la mondialisation. C'est-à-dire que les fortunes en question, pour l'essentiel, c'est des parts dans des entreprises, surtout des grandes entreprises, très internationalisées, et donc qui sont les grands gagnants de la mondialisation, qui accèdent à de nouveaux marchés, et donc leurs profits augmentent, et donc la valeur des entreprises augmente. Première chose. Deuxième chose, c'est l'accentuation des politiques qui sont favorables au capital au sens large, c'est-à-dire la tendance à la baisse de l'impôt sur les sociétés. En France, c'est passé de 33% en 2016 à 25% aujourd'hui. Et plus généralement, différentes mesures de dérégulation. Tout ça, ça se capitalise dans le prix des actions et donc dans les valorisations boursières, donc dans la fortune de ces personnes. Et la troisième chose qui est la plus importante, c'est que
La puissance publique n'exerce aucune autorité sur ces très grandes fortunes. Elles ne sont pas taxées. C'est-à-dire que toucher, si vous êtes milliardaire, vous touchez des revenus, des milliards de dividendes, et réinvestir intégralement ces milliards en franchise d'impôts. Et donc ça a un effet boule de neige. Le Français ordinaire, avant de pouvoir épargner, donc accroître sa fortune, il ou elle doit payer des impôts sur le revenu. Mais pour les milliardaires, non. Ils touchent des milliards, ils peuvent immédiatement réinvestir, donc ça s'ajoute à leur stock de patrimoine. La conjonction de ces trois facteurs a eu un effet explosif au cours des 15 dernières années. Une dernière question avant de conclure. Vous m'entendez? Oui. Ma question, elle est par rapport à la diapositive qu'on voit. Je m'étonne de l'écart entre les montants qui seraient récoltés au niveau de la taxation française et à l'échelle européenne, puisque vous dites que la taxe Zuckman en France rapporterait entre 15 et 25 milliards, et on voit qu'à l'échelle européenne, ça rapporterait 64 milliards. Ce qui veut dire que la France représenterait un tiers des recettes de cette taxe. Du coup, est-ce que ça veut dire qu'on a un nombre de millionnaires et milliardaires en France qui est démesurément élevé par rapport aux autres pays? Ah oui, c'est que la France est un paradis fiscal pour milliardaires. Les milliardaires, ils sont vraiment particulièrement prospères. Et si vous regardez les différents classements, données disponibles, l'augmentation de la fortune des milliardaires, ça a été un phénomène européen, un phénomène mondial, mais particulièrement prononcé en France. Cette augmentation de 46% du PIB en 1996 à 42% du PIB aujourd'hui, c'est particulièrement beaucoup plus prononcé en France que dans les autres pays. Donc la conséquence de ça, c'est que oui, l'assiette fiscale, la base taxable serait particulièrement élevée en France. D'ailleurs, il y a un article du Financial Times il y a quelques jours qui le disait noir sur blanc, qui disait ce qu'on ne lit plus dans la presse économique française. Il disait « La France se caractérise parmi tous les pays d'Europe occidentale comme celui où les milliardaires ont le poids le plus important, en termes de richesse, en termes d'influence dans la vie économique, en termes d'influence dans la vie politique. » C'est simplement ce que montrent les données. Merci à tous. On va devoir arrêter là cette séance de questions. Déjà, merci Monsieur Zuckman d'être venu ce soir. De Sciences Po Lyon, sans qui ça ne pourrait pas être possible. Merci à vous tous. Juste pour rappeler que en fait, créer des conférences comme ça nécessite un travail. Merci à Place au Débat, je vais faire Place au Débat en premier. Merci à Gaël, Gabriel, Eban, Arthur. L'engagement associatif, c'est ce qui permet de créer une vie associative et qui permet d'avoir des moments comme cela. Du côté d'Eurasie, merci à Victoire, à Mathis, au président Edgar, à Mona, merci à Guilherme et à Loïc Acodilat qui nous a permis de vendre le livre. Un livre qu'on vous recommande, on a eu la chance de l'avoir en avance. Il est vraiment bien, je sors un peu de ma neutralité journalistique, mais il permet de mettre à plat et de comprendre la taxe, il est assez accessible. Et voilà, merci beaucoup M. Zuckman et merci à tous.